fous crient au secours, c'est un livre qui a été écrit en 1961 par une personne qui a été emprisonnée, si on peut dire, détenue pendant presque un an à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, l'actuel Institut universitaire en santé mentale de Montréal. C'est un livre qui a beaucoup fait parler il y a 50, 60 ans. C'est un livre qui vient tout juste d'être réédité, d'ailleurs, avec une postface écrite par Action Autonomie. Je vois le magasin Archambault, vous pourrez voir l'autre côté si jamais ça vous intéresse. Ils l'ont probablement. Mais il y a quelqu'un d'autre qui, en même temps, tout récemment, a lancé un nouveau livre qui s'appelle « Les fous crient toujours au secours ». C'est une personne qui a littéralement tout fait pendant des mois et des mois pour obtenir des services adaptés aux besoins de son fils. Et ce qu'elle a obtenu en retour, c'est des diagnostics imprécis, des médicaments aux effets dévastateurs, une équipe de soignantes qui ne l'écoutait pas, un manque d'informations par rapport à des ressources autres qu'hospitalières. Et elle a combattu longuement pour obtenir donc ces services-là, pour soutenir son fils dans ce qu'il vivait. Et elle est avec nous aujourd'hui. Donc, l'auteur du livre « Les fous crient toujours au secours », Madame Sadia Messaili. Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là en grand nombre. Rebonjour à tous et à toutes. Alors, l'histoire dont je parle, les fous crient toujours au secours, c'est l'histoire de mon fils qui, après un long combat de plusieurs années, de 2009 jusqu'en 2013, a décidé de se suicider. Merci. Ok, je suis désolée. Alors en 2009, mon fils âgé de 29 ans a eu besoin d'aide et il s'est volontairement présenté à l'hôpital juif de Montréal. Et dans sa tête comme dans la mienne, l'aide c'était prioritairement de l'écoute. Donc, nous sommes présentés, il s'est présenté volontairement et la première des choses qui lui a été proposée après un rapide diagnostic, psychose, d'abord c'était la psychose, c'était des médicaments. Alors, au départ, aucune information, je n'en avais aucune, pas plus que lui. La deuxième journée, quand je l'ai vu, il était complètement abasourdi et désorienté parce qu'il demandait de l'aide. Je veux être écouté, je veux être écouté. Et il ne l'a jamais reçu. Une semaine plus tard, je contacte l'équipe qui est vraiment indisponible. C'est toujours des courses. Et qui me propose, qui me dit, votre fils ne répond pas à la médication. On vous propose les électrochocs. J'étais électrocutée tout sur place parce que je ne pensais pas que ça existait dans ce pays. Je ne pensais pas que les électrochocs existaient. Je l'ai pensé banni au moins depuis 20 ou 30 ans. Alors j'ai discuté avec mon fils, il m'a dit effectivement, maman, on m'a proposé les électrochocs, mais il était assez sain d'esprit pour le refuser. Il m'a dit c'est toi maman qui décide. Et j'étais anxieuse. J'ai posé des questions à l'équipe. J'ai dit, c'est quoi exactement ça? En quoi ça consiste? Aucune information. Zéro information. Oui, ça marche, madame, et c'est une alternative. Combien de séances? Aucune information. À quoi ça ressemble? J'étais obligée de me figurer ça dans ma tête. C'était énormément de souffrance additionnée à la souffrance déjà de la maladie. On n'a pas, m'excuse, je n'ai pas l'habitude. Mon fils n'avait pas d'informations. De toute façon, on ne lui parlait pas, il était dans les délires, donc on décidait pour lui. Lui, il était dominé, l'équipe était dominante. Donc, mais il leur fallait une signature. Donc, la signature, c'était par mois, exceptionnellement. Mais là, moi, j'avais suivi mon instinct, je suis allée sur Internet et puis j'ai lu des informations horribles, celles que vous venez d'entendre tout à l'heure, à l'effet que
Il y a des personnes qui ont été traumatisées à vie, des dommages incommensurables sur le cerveau, etc. Et puis, j'ai tout de suite donné mon refus. Et heureusement, mon fils, malgré le fait que je l'ai perdu, il a échappé. Il a échappé à cette torture. Finalement, il a été stabilisé uniquement par les médications. Jamais il n'a eu d'écoute. Jamais il n'a pu, lui, participer à son propre rétablissement. Normalement, on travaille avec le patient, quel que soit le patient. Alors, la maladie mentale ne fait pas en sorte que la personne ne peut pas décider elle-même pour les alternatives. Et il y en a plusieurs. On nous a caché un nombre considérable d'alternatives. Et l'écoute est primordiale parce que la personne qui est aux prises avec des problèmes de santé mentale, elle a une partie saine. C'est avec cette partie saine qu'il faut travailler. Or, ce n'est pas ce qui arrive. Alors, le manque d'information est quelque chose d'horrible dans les systèmes. Et c'est contre cela. Nous devons nous informer et informer les nôtres. Nous devons nous protéger en nous informant et en prenant des décisions éclairées par rapport d'abord aux alternatives. La médication, si on doit avoir une médication, si on doit recourir à une médication, elle doit être minime et en dernier recours. L'écoute d'abord. Ensuite, la famille ne doit jamais, c'est-à-dire penser que la famille est très importante. Donc, je suis un petit peu mon instinct. Donc, la famille est extrêmement importante. Il ne faut pas se laisser intimider. Il faut aller chercher les recours. Action autonomie. Les différentes ressources qui sont autour de nous. J'en ai parlé dans mon livre. Et donc, c'est important de ne pas se laisser envahir par le désespoir parce que les maladies mentales ne tuent pas. C'est les prises en charge qui tuent. Les mauvaises prises en charge qui tuent. Je vous remercie de m'écouter. C'est Sadia Messaili et mon fils c'était Ferid Ferkovic.